Bonjour à tous et bienvenue à ce Facebook Live de Tabastop. Je me permets d'enlever le masque parce que nous organisons ça avec une distance suffisante entre nous pour ne pas courir de risques par rapport au Covid. Voilà. Je tiens avant tout à remercier chacun car vous êtes très nombreux à vous être inscrits pour ce Facebook Live ou à nous avoir demandé des informations pour la rediffusion. Alors, ce Facebook Live s'inscrit dans le cadre de la Semaine sans tabac, qui est une initiative des partenaires du plan Wallon sans tabac et qui se déroule pendant la semaine du 17 au 23 mai et qui précède la journée mondiale contre le tabac du 31 mai prochain. À cette occasion, nous avons souhaité parler de l'arrêt tabagique et surtout de l'importance de persévérer pour y parvenir. Il n'est pas toujours facile d'arrêter de fumer, il faut parfois plusieurs tentatives pour y parvenir définitivement et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de solution toute faite, chaque fumeur ayant son parcours ou son rapport propre au tabac. À travers vos questions et avec nos invités, nous allons aborder le sevrage tabagique sous différents angles et voir comment chacun pourrait se faire aider pour l'atteindre. Parce que oui, tout le monde devrait pouvoir arrêter de fumer, mais pour certains, avec quelques conseils et l'aide d'un tabacologue, c'est beaucoup plus facile d'y arriver. Alors, quelques infos avant de vous présenter nos orateurs. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat en dessous de ce Facebook Live. On n'aura pas l'occasion probablement de traiter toutes les questions. On en a déjà reçu beaucoup lors de votre inscription et merci pour ça. Mais pour celles qui ne seront pas traitées, on reviendra vers vous soit par mail, soit vous n'hésitez pas à contacter la ligne Tabastop au 0800 111 00 où les tabacologues répondront bien sûr à toutes vos questions. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités. Nous avons avec nous donc Dr Véronique Leray. Vous êtes directeur médical, porte-parole de la Fondation contre le cancer et vous nous présenterez une introduction à cette session de Tabastop. Bonjour. Bienvenue aussi à Marie-Carole Tassignon. Vous êtes tabacologue, bonjour. Vous êtes kiné de formation, formatrice en maison de repos et hôpitaux, et vous êtes instructrice de pleine conscience également. Et donc, vous êtes tabacologue et vous répondez à la ligne Tabastop pour les différentes questions qui sont posées par les fumeurs en recherche d'arrêt tabagique. Et enfin, bienvenue à vous, André Screvers. Vous êtes notre témoin aujourd'hui. Vous êtes météorologiste retraité, vous êtes ancien présentateur de la météo à la RTBF. Vous avez contacté Tabastop il y a quelques mois pour vous faire accompagner. Vous êtes en plein suivi pour votre sevrage tabagique et merci à vous d'être là pour nous apporter ce témoignage aujourd'hui. Alors, je vais tout de suite céder la parole à Véronique Leray qui va nous présenter un petit peu la Fondation contre le cancer et le positionnement par rapport au tabac. Merci. Donc, la Fondation contre le cancer existe parce qu'il y a des donations et des legs. Et avec cet argent, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons trois choses. Alors, la première chose, et je pense qu'elle est très très importante, cet argent va servir à soutenir la recherche scientifique pour arriver un jour à combattre le cancer et peut-être de pouvoir en guérir. Alors la deuxième chose, c'est que nous soutenons aussi les patients et leurs proches parce que traverser un cancer, le traitement et après le cancer, on a besoin de soutien. On soutient de façon psychosociale. Et la troisième chose, et c'est un peu le sujet aujourd'hui, nous informons les gens sur comment prévenir le cancer quand c'est possible. Et pour cela, il y a des séances d'information. Et le tabac, prévenir le tabac, ne jamais fumer ou arrêter de fumer, est quelque chose de très très important. Pourquoi? Parce que 20% des cancers ont une cause, le tabac. Et donc il est très très important ou bien de ne pas y toucher, ou bien d'essayer de ne plus y toucher. Voilà. Et bien pour ça, nous accueillons également donc Marie-Carole Tassignon qui va nous présenter un petit peu Tabastop, le service gratuit de la Fondation contre le cancer. Et je fais Tabastop, bonjour. Oui, pourquoi pas. Donc la ligne Tabastop, c'est un service gratuit qui dispense plusieurs services, dont la permanence. Donc, il y a une permanence toute la semaine, du lundi au vendredi, de 15h à 19h, au numéro gratuit que vous voyez, les 0800 111 00. Et il y a aussi une possibilité de suivre
suivi. Donc, on peut faire un coaching suivi par un tabacologue. On est une équipe de 15 tabacologues francophones et 15 tabacologues néerlandophones. Et en fait, à la permanence, c'est une chouette opportunité parce que, d'une part, c'est gratuit, c'est anonyme. Et il y a vraiment cette possibilité de déposer ce qu'on traverse, quel que soit le stade où l'on se trouve, qu'on ait envie d'arrêter de fumer, qu'on soit déjà dans l'arrêt, qu'on prépare l'arrêt. Et donc il y a la possibilité de poser toutes les questions et on peut voir ensemble les différentes dépendances, voir un petit peu comprendre le tabagisme qui est là et voir aussi ce que ça représente pour vous, parce que pour chaque personne c'est différent, voir aussi les peurs derrière ça, les avantages encore qu'on en retire ou les pseudo-avantages, enfin les avantages qu'on croit en retirer. Et voilà, on a cet espace bienveillant, non jugeant et anonyme pour partager ça. Donc voilà, avis aux amateurs pour vos questions, notamment à la permanence. On propose aussi un coaching gratuit, donc monsieur pourra témoigner. Donc le coaching en fait va jusqu'à 8 entretiens. C'est par téléphone, c'est gratuit, mais c'est par téléphone. Donc c'est un peu comme des consultations téléphoniques où on peut vraiment préparer l'arrêt ensemble et soulever les peurs, renforcer la motivation, vous accompagner une partie de l'arrêt. Et on est parfois étonné les gens sont parfois étonnés des ressources qu'ils ont, parce que vraiment les gens ont beaucoup de ressources. Et donc ce coaching, on le fait plus ou moins une fois par semaine. On prend un rendez-vous téléphonique et là c'est toujours avec la même personne, parce que quand vous téléphonez à la permanence, on a une quinzaine de tabacologues, suivant les jours, ce sera quelqu'un de différent. Là c'est toujours la même personne qui vous appelle et voilà, on a cette occasion. Après on étale un peu, on fait ça de façon, donc une fois par semaine, et puis on espace un peu plus. Alors il y a le site internet aussi de Tabastop qui est vraiment précieux aussi, rempli d'informations et avec des vidéos où on peut aussi tester sa dépendance physique à la nicotine, par exemple, trouver des petites astuces. Il y a Facebook, j'imagine que tout le monde connaît là maintenant, avec des échanges de tuyaux. Et il y a un groupe fermé Facebook aussi c'est vraiment intéressant parce que les gens se soutiennent les uns les autres, s'encouragent, partagent leurs expériences et tout. Et donc ça, c'est arrêter de fumer ensemble, c'est possible. Il y a une application Facebook aussi qui est très bien faite, dis-je modestement pour Tabastop. En fait, elle est ludique, elle donne aussi plein de conseils, plein de tuyaux. Et il y a même la possibilité, par exemple, de calculer l'argent qu'on a déjà économisé depuis l'arrêt du tabac ou le nombre de cigarettes épargnées, ou alors on est au courant des différents bénéfices au fur et à mesure du temps d'arrêt. Et par exemple, il y a un truc qui est sympa, il y a une touche SOS. Donc quand ça va pas, quand vraiment vous grimperez au mur, vous pouvez appuyer sur le bouton SOS et secouer le GSM et il vous donne un défi. Alors c'est pas 3 fois le tour du bloc en courant, rassurez-vous, mais enfin ce sont des défis variés et sympas. Super, merci beaucoup. Donc voilà, Tabastop, donc la ligne téléphonique, le site internet, l'application, le groupe Facebook, donc vraiment différents canaux pour pouvoir nous rejoindre, de trouver en fait son chemin pour cet arrêt tabagique. Alors je vais poser une première question à Véronique qui peut paraître évidente pour beaucoup. Quelles sont les bonnes raisons d'arrêter de fumer pour la santé ? Alors il y a la santé, mais la santé c'est peut-être très large. Je pense que le premier avantage c'est regagner sa liberté. Je pense que tout fumeur est très au courant que avoir son paquet près de soi, son briquet, chercher les endroits où on peut fumer, parce que depuis 2006 c'est pas évident de trouver des endroits où on peut fumer, c'est quand même un stress un petit peu quotidien. Et donc, pouvoir utiliser ses mains à autre chose que d'allumer les cigarettes, c'est quand même une liberté retrouvée. Et pouvoir dire non à la cigarette, c'est retrouver une liberté aussi mentale. Alors ça, c'est la partie mentale, je pense que ça fait partie de la santé. Mais alors, il y a tout l'aspect physique, parce qu'on sait que la nicotine agit vite, et puis n'agit plus très vite. Et donc, cet état de dépendance est chimique, et pouvoir récupérer de ça, c'est vraiment un réel avantage. On sait que, par exemple, 3
sur 4 fumeurs veulent arrêter. Et puis quand on s'adresse à des parents, des grands-parents, 3 sur 4 ne désirent pas que leurs propres enfants ou petits-enfants fument. Et on sait bien que quand on voit fumer, on a envie de fumer. En tout cas, dans la psychologie infantile, c'est comme ça. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages psychologiques, familiaux. Et puis le dernier avantage, je pense que c'est surtout la santé. Et là, on voit, je pense qu'en médecine, il n'y a aucun traitement qui agit aussi fort, aussi bien et aussi vite que l'arrêt du tabac. Donc, vous arrêtez de fumer maintenant. Dans 8 heures, vous avez une oxygénation du sang qui se passe beaucoup mieux. Vous avez dans le jour ou dans les 2 jours votre goût, votre odorat qui se redéveloppe, qui n'est plus inhibé par la nicotine, par la fumée et toutes les toxines jusqu'à 4000 qu'on absorbe avec la cigarette. Et puis, après, on a encore, après 6 semaines, il y a une étude qui vient de paraître le mois dernier sur 200 000 fumeurs. Après 6 semaines d'arrêt, il y a cette anxiété qui diminue, il y a les états dépressifs qui s'améliorent. 6 semaines, c'est pas très long, c'est 1 mois et demi. Et alors, à long terme, on a tout l'aspect qui concerne spécifiquement et pour lequel on lutte à la Fondation contre le cancer, c'est éviter un maximum les cancers. Alors, on sait que le tabac provoque les maladies cardiovasculaires, le risque est diminué de 50% après 1 an d'arrêt, et puis on passe au cancer. Après 5 ans, on diminue le risque de cancer de la sphère ORL, bouche et vessie, on diminue le risque dans les 5 ans de 50%. Et ce qui nous concerne beaucoup, c'est le cancer du poumon, qu'on associe fort au tabac. Mais là, c'est après 15 ans, on a un risque de cancer du poumon diminué par 2. Donc dans les 20% de cas de cancer qui sont provoqués par le tabac, c'est vraiment un outil très, très, très intéressant, médical, d'arrêter de fumer. Tout à fait. Il faut peut-être rappeler justement que le cancer du poumon est évidemment en lien direct avec le tabac, mais ce n'est pas le seul et qu'il y a beaucoup d'autres cancers qui sont, dont le risque est aggravé par le fait de fumer, peut-être. Oui, tout à fait. Donc on pense au cancer du poumon, c'est classique, mais la vessie, c'est important. Le cancer du sein, on ne le met pas toujours en lien. Alors en plus, quand on fume, parfois on associe l'alcool, les deux ensemble, ça multiplie le risque, y compris pour le cancer du sein. Donc il y a une dizaine de cancers en fait qui sont liés à l'usage du tabac. C'est ça. Et ce qu'on ne sait peut-être un peu moins, c'est que quand on fume soi-même, c'est 20%, mais ceux qui fument passivement, c'est-à-dire ceux qui sont dans les environs du fumeur et qui vivent avec lui, ont aussi 20% de cancer en plus, de risque de cancer en plus. Donc c'est quand même quelque chose d'assez avec impact, quoi. Oui, oui. Et qu'on arrête pour soi, mais aussi pour l'entourage, en fait. Oui, exact. Alors, je vais me tourner vers André. André, vous êtes sportif, vous faites beaucoup de randonnées en montagne, vous m'avez dit vélo, football, etc. Vous avez fumé pendant plusieurs années. Vous avez déjà fait une première tentative d'arrêt tabagique. Et voilà, il y a quelques mois, qu'est-ce qui pour vous a été la bonne raison? Qu'est-ce qui a été le déclencheur où vous vous êtes dit, cette fois-ci, j'appelle ou je vais de l'avant pour arrêter? Oh, je vais dire... Tant qu'on est sportif et qu'on fait beaucoup de sport, je veux dire, on n'a vraiment pas l'impression que la cigarette nuit à sa propre santé. Je pouvais courir ou marcher 100 km, jamais être essoufflé. Et puis, il arrive à un moment donné, avec le nombre d'années où on fume, où on se rend compte que le souffle part progressivement. Et puis on s'est dit, là, il faut quand même que je fasse gaffe, quoi. Alors, moi, j'ai eu une première alerte il y a 4-5 ans. J'ai décidé d'aller passer un scanner des poumons. On a décidé que j'avais des nodules, mais on m'a dit que les nodules n'étaient pas agressifs. Je ne connais plus le terme médical. On a dit, je pense que c'était atrophié ou je sais pas quoi. Alors, donc, là, ça ne vous fait pas encore trop peur, quoi. Vous dites, ouf, j'ai encore passé à côté de ce cancer. Et puis alors, progressivement, le souffle continue de disparaître. Et même monter 2 volets d'escalier, eh bien, à la fin, on était soufflé quand on est au-dessus. Alors, on se dit, non, maintenant, c'est plus possible, il faut faire quelque chose. J'avais déjà essayé tout seul, mais chaque fois que j'ai essayé tout seul, arrêter de fumer, ça ratait. Puis j'ai vu une publicité de Tabastop sur la télévision, sur une chaîne nationale, et j'ai appelé.
Et alors là, voilà, j'ai eu quelqu'un qui m'a écouté. On m'a demandé de faire un bilan de ce que je fumais. Et tout de suite, j'ai vu que je connaissais rien là-dedans, que je faisais plein d'erreurs. J'étais persuadé que le cigarillos était moins nocif que les cigarettes. J'étais persuadé que les cigarettes roulées étaient moins nocives que les cigarettes. Et on m'a tout démenti, et voilà. Donc, voilà, maintenant, je suis avec l'aide, je veux dire, d'une tabacologue qui est dédiée, et c'est gratuit. Je veux dire, j'essaie d'être sevré. Enfin, ça fait presque 3 mois que j'ai arrêté, quoi. C'est la bonne voie, hein. Vous êtes sur la bonne voie. Marie-Carole, je m'adresse à vous maintenant pour, est-ce que, parmi ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a d'autres avantages de l'arrêt tabagique, au-delà de ce dont on a parlé maintenant avec Véronique? Vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à ça? C'est vrai que Véronique en a déjà dit beaucoup, et c'est vrai qu'il y en a encore tellement, enfin, aussi, parce que dans ce que j'entends aussi des personnes, déjà je trouve... la confiance en soi, l'estime de soi. Je vois que le fait de passer à l'action, vraiment, les gens, même s'ils trébuchent et puis qu'ils reprennent, voilà, il y a cette confiance en soi qui est améliorée. Le teint aussi, une meilleure mine, les cheveux aussi. Enfin, les gens sont surpris aussi de dire, oh, t'as l'air en forme et tout. Il y a une certaine énergie, une certaine vitalité. Hein, c'est aussi. Les chances aussi, par exemple, des personnes qui veulent avoir un enfant, il y a plus de chances et chez la femme qui arrête de fumer et chez le conjoint qui arrête de fumer, chez le compagnon. Et tu parlais du tabagisme passif, et même, moi j'entends même aussi les animaux familiers vont plus facilement vers les gens parce qu'ils ne subissent plus le tabagisme passif, donc c'est quand même gai, ils ont plus envie de se faire caresser aussi. On voit beaucoup de chats qui viennent plus se faire caresser, enfin, c'est ce que j'entends aussi notamment. Par rapport, et c'est vrai que retrouver plus de souffle, c'est ce que monsieur disait là tout de suite aussi, combien de personnes sont essoufflées rien qu'en montant les escaliers? Madame, j'habite au 3e étage, j'en peux plus, je suis essoufflée. Et déjà, une semaine ou deux après, ils sentent déjà la différence pour leurs courses, pour n'importe quoi. Mais quel cadeau ils se font à ce moment-là? La respiration, la condition physique, quel cadeau. Puis reprendre des sports qui n'ont plus fait depuis longtemps, que les gens n'ont plus fait depuis longtemps, c'est vraiment chouette. Et moi, ce que je constate aussi dans les coachings qu'on fait, par exemple, c'est que les gens vont vraiment essayer de répondre mieux aux besoins qu'il y a derrière la cigarette. Parce que la cigarette, elle a plein de fonctions, et ça, c'est très, très individuel aussi. Mais voilà, je me sens seule, et bien voilà, je vais faire des démarches pour me sentir moins seule. La cigarette n'est pas une amie, ou alors une amie qui a un poignard dans le dos, où je m'ennuie, je fume, et finalement, ben voilà, vu que je fume plus, eh bien je vais mettre en place des choses et essayer de mieux comprendre les besoins qu'il y a derrière. Et finalement, les gens se rendent compte à quel point ils ont des ressources à travers tout ça. Et tu disais les mains libres, on se retrouve avec un kit main libre à ce moment-là. Ben, toutes les choses que les gens mettent en place. Moi, je suis vraiment étonnée des nouvelles stratégies. J'ai même une personne que j'accompagne qui a commencé à faire des petits arbres en perles. Où alors, il y en a qui colorient des mandalas, il y en a qui bricolent, il y en a qui font des maquettes, il y en a des tas de choses, que ce soit dans les loisirs créatifs ou dans les loisirs sportifs, des tas de choses qui se mettent en place. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on se rend compte à quel point la cigarette balaie vraiment, un peu comme le coucou là, qui va dans le nid des autres, qui envoie promener tout le monde. Elle balaie beaucoup de plaisir et de loisirs, et finalement, ah oui, avant je faisais ça, maintenant je ne le fais plus. Voilà, enfin, on aura encore l'occasion de discuter de tout ça, je pense. Mais... Oui, énormément d'avantages, évidemment. Même au-delà des questions de santé, il y a aussi le point financier. C'est pas négligeable pour certaines personnes. Hein. Oui. On en parlait en préparation de ce webinaire. Et puis, vous disiez aussi que par rapport à Tabastop, il y a une petite application qui permet aussi de faire prendre conscience aux gens de leurs dépenses par rapport au tabac. Mais oui. Et justement, c'est vrai que parfois... Enfin, pardon. Non. Oui. Mais que souvent, j'entends aussi, voilà, tiens, je vais faire des économies. C'est vrai, c'est un budget incroyable qui part en fumée, et ça, les gens s'en rendent compte. Et on dit, mais... à quoi ça va me servir? Alors j'entends beaucoup, je vais gâter mes enfants, mes petits-enfants. Mais déjà, on va pouvoir rejouer au foot aussi avec les petits-enfants et les enfants, ou refaire des tas de choses avec plus de vitalité. Mais on peut aussi se gâter soi-même, puisqu'on dépense cet argent
Ça n'a rien d'égoïste non plus. On dépense cet argent pour se détruire sans le vouloir, enfin voilà, ça, pour des raisons ou pour une autre. Et ici, cet argent, il peut aider des tas de choses. L'autre fois, j'avais un jeune, voilà, il allait économiser pour s'acheter un nouveau VTT et il allait rouler avec d'autres copains. Bon, maintenant, VTT, c'est peut-être directement un fameux budget, mais dans des tas de petites choses, parfois auxquelles on renonce. Moi, je vois des personnes proactives qu'on accompagne, mais qui changent un peu leur garde-robe, qui se gâtent avec des petites crèmes ou un diffuseur d'huile essentielle ou des petites choses. Voilà, Ça permet de mettre en route un autre projet, mais qui est une motivation supplémentaire, oui, en fait. Parfois, l'arrêt du tabac peut être un moyen pour un projet plus global, celui de se sentir mieux et finalement remettre certaines choses en place qui contribuent, oui. Ouais. Le cercle vicieux dans un sens peut être au cercle vertueux dans l'autre sens. De l'autre côté, oui. Alors, on va venir aux questions concrètes. Comment peut-on sortir de cette dépendance ? Et là, je m'adresse à toutes les deux. Peut-être que Véronique peut commencer. Vous pouvez peut-être commencer à parler de cette dépendance ou Marie-Carole, l'une ou l'autre. Oui, mais très brièvement, et je pense qu'après, c'est la spécialité du tabacologue. Mais ce qui est impressionnant avec la nicotine, c'est que la nicotine agit vite. Et donc, à partir du moment où on inhale la fumée, la nicotine va se fixer au niveau de récepteurs nicotiniques qui, elles, sont des récepteurs sur les cellules qui vont larguer des hormones du plaisir, la dopamine, la sérotonine. Et donc, avec cette hormone-là, on éprouve un plaisir avec la cigarette, mais qui disparaît très vite. Alors, non seulement il y a la nicotine, mais il y a quelque chose qui potentialise l'effet de la nicotine, c'est l'ammoniac, qui se trouve aussi dans les cigarettes. Et donc, ça apparaît très vite, mais ça disparaît. Ça veut dire que le tabac, bien avant l'alcool, on est dépendant du tabac en quelques semaines, quelques mois. L'alcool, il faut 10 ans de pratique d'alcool. Et donc, c'est quelque chose qui va très vite. Et on n'est pas responsable parce que c'est des substances qui sont dans la cigarette, qui pénètrent au niveau cérébral, via le sang, via les poumons, et qui nous rendent dépendants. Alors, il y a différentes formes de dépendance et je pense que ça cadre plus dans votre spécialité. Oui, et c'est vrai que cette dépendance physique, parfois, peut mettre des gens tellement mal s'ils n'arrêtent pas avec des substituts nicotiniques. Enfin, on peut l'évaluer de différentes façons. Il y a un test qui est d'ailleurs sur le site internet et sur l'application, le test de Fagerström, qui peut vraiment... et surtout, il y a des questions vraiment très typiques. Par exemple, la personne qui fume sa première cigarette directement après le matin en se levant, dans les 5 premières minutes où il n'a pas eu de nicotine pendant toute la nuit. Et c'est la première chose, il y a vraiment ce besoin dans son cerveau, dans son corps de fumer. Et on peut aussi mesurer ce test avec un petit appareil. Et c'est un appareil qui est pas mal parce que un test qui mesure le monoxyde de carbone, qui peut évaluer la dépendance physique aussi. Qui affiche tous des lettres rouges et des bips sonores, vraiment, où on se dit, mon Dieu, si on était en voiture, qu'on avait tout ça, on s'arrêterait directement, et qui est vraiment impressionnant. Mais c'est pas un test trop sadique, dans le sens où, dès qu'on arrête, déjà le lendemain, comme le monoxyde de carbone s'élimine heureusement très rapidement, parce que c'est quand même un gros facteur de risque aussi, le monoxyde de carbone, la personne peut refaire 24 heures après le test, et c'est juste un petit lait de verre, et donc ça c'est vraiment aussi quelque chose d'intéressant. Et dans les autres, et heureusement, cette dépendance physique, elle peut être rendue confortable avec les substituts nicotiniques s'ils sont bien dosés, s'ils sont donnés de façon appropriée. Et les gens sont parfois étonnés en disant, tiens, si j'avais su que c'était si confortable, j'aurais arrêté plus tôt, quoi. Les gens sont parfois surpris. Et souvent, ceux qui n'ont pas eu de bonnes expériences par rapport à ça, c'est souvent les dosages qui n'étaient pas bien ajustés. Alors, il y a la dépendance comportementale, mais je crois que tout le monde s'y reconnaîtra dans nos sacrées habitudes. Tiens, j'ai l'habitude de prendre ma cigarette avec un petit café à 4 heures, ou j'ai l'habitude de fumer devant la télé, par exemple. Ça, c'est une habitude vraiment très, très difficile. C'est comme manger devant la télé. Nos pensées sont dans l'écran, on ne se rend pas compte, et on allume cigarette sur cigarette sans faire attention. Ou dès que je rentre dans ma voiture, j'ai l'habitude d'en allumer une. Donc, c'est un
peu l'éthique. Et maintenant, on pourra discuter un peu justement comment se débarrasser de ces sacrées habitudes. Et alors, il y a ou au téléphone aussi. Combien de fois on n'allume pas une cigarette dès qu'on est au téléphone en société aussi. Tout à fait, pour se donner une contenance. Et ça, il y a parfois aussi, c'est intéressant parfois quand on dit tiens, d'analyser, on propose aux personnes d'analyser lesquels on fume par besoin, comme tu disais Véronique, le besoin de nicotine ou l'habitude ou le plaisir. Tiens, le matin, j'en ai besoin, mon corps m'en réclame, mon cerveau aussi. Ah oui, mais si j'ai pris l'habitude. Ah, mais elle me fait plaisir parce qu'elle soulage mon besoin. Et donc, parfois, c'est difficile à discerner, mais il y a toute la dépendance psycho-affective de la cigarette. Et ça, c'est aussi une sacrée dépendance parce que c'est toutes les représentations et chacun a des représentations différentes. Comme disait tantôt, voilà, il y a la contenance, il y a l'ennui. Je fume quand je m'ennuie, je fume quand je me sens seule. Combien de fois j'entends pas je suis seule et c'est vraiment la seule amie que j'ai et vraiment, moi j'ai l'impression que si j'avais une amie qui voulait crever les pneus de ma voiture ou qui en voulait à ma santé comme ça, je crois que je m'en débarrasserais, j'essaierais de m'en débarrasser, mais et c'est pas facile parce que on a nos représentations et je suis une ancienne fumeuse donc je suis la première à savoir tout ce que ça peut représenter, mais chacun a ses représentations différentes. Il y a les petites pauses aussi et en même temps consciemment. Mais ça nous viendrait jamais à l'idée de dire tiens, j'ai besoin d'une petite pause, je vais aller mettre ma tête devant le pot d'échappement d'une voiture et je vais aller manger ou tiens, je me sens seule, je vais aller boire un peu d'ammoniac ou tiens, je m'ennuie, mais tiens, si j'allais manger un peu de morora ou de pesticides et des tas de choses, puisqu'il y en a 4000, tu en as parlé, et bien sûr consciemment. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Et donc, c'est cette sacrée dépendance aussi psycho-affective. C'est ce qu'on travaille aussi en coaching et les gens sont étonnés aussi justement des ressources qu'ils ont eues pour répondre autrement à ces besoins-là. Et par rapport aux habitudes, si je peux déjà donner des tuyaux par rapport aux habitudes, je pense que ça vaut la peine de se rappeler les moments où vous avez eu des appréhensions par rapport à un changement, par exemple, des gens qui disent il y a telle chose, ou je change de travail, ou tchic ou tchac, et un changement pour lequel vraiment c'était pas évident de sortir de votre zone de confort ou de sortir des sentiers battus, des sentiers qu'on connaissait, le fameux sentier des vaches, et finalement, avec du recul, ça a été, on l'a fait. Des personnes l'ont fait. Et donc, de se rappeler ces moments-là, et donc d'être conscient, que on peut agir aussi, que souvent, comme on disait tantôt, l'action renforce aussi l'estime de soi là-dedans. Et donc, les sacrées habitudes, ça pourrait être des défis. Rien ne vous empêche de vous lancer un défi. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Moi, j'entends plein de gens qui se lancent un défi comme ça, ou d'une semaine à l'autre. Tiens, allez, je vais essayer de ne plus fumer dans la voiture. Et un défi a un intérêt, parce que je ne parle pas de diminuer la dose. Tant qu'on fume, on a toujours besoin et envie de fumer. Donc diminuer, c'est très très dur. Mais plutôt de se donner un défi, de se dire, tiens, par exemple, je ne vais plus fumer en voiture. Il n'y a pas encore la pression de l'arrêt. Je laisse le paquet dans le coffre. Vous fumez avant ou après, si vous avez besoin. Vous arrêtez pour fumer, si vous avez besoin. Mais vous ne fumez plus dans la voiture. Et les gens trouvent des stratégies. Tiens, je prends une petite bouteille d'eau, ou je chante avec la musique, ou on trouve des stratégies selon chacun, selon chaque personnalité. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils l'ont fait. Et ça renforce, ça donne un sentiment d'auto-efficacité personnelle. Et on se rend compte que, voilà, on peut faire ce qui dépend de nous pour aller mieux, pour se sentir mieux. Et souvent, ça renforce, ça redonne confiance dans le projet aussi. Ça peut être aussi un défi qui est formidable, qui n'est pas évident, je reconnais, mais qui est formidable. C'est par exemple de décider de ne plus fumer à l'intérieur. Alors là, ça bouscule complètement. C'est vraiment casser les habitudes. La fameuse habitude devant la télé ou devant l'ordi. Mais ça change complètement. Et alors, pas évidemment devant le beau jardin en train de s'installer avec un café sur un siège, non, carrément d'aller fumer près des poubelles ou près du compost. Parce que finalement, on parle de notre zone de confort, mais elle n'est pas toujours si confortable, notre zone de confort. Parce que si on regarde vraiment, et j'invite chaque personne maintenant à avoir un petit calcul en tête, combien de cigarettes sur votre journée vous font vraiment, vraiment plaisir. Lesquelles vous dites, tiens, celle-là, je l'allume en pleine conscience et elle me fait plaisir.
Et un beau défi, ça pourrait être, avant un arrêt, c'est de fumer les cigarettes uniquement en conscience et dehors. Là, c'est... Je vais interpeller notre témoin, André, à ce sujet-là. Comment ça s'est passé pour vous, alors, de sortir de cette dépendance J'ai d'abord été très étonné au départ, parce que sur Tabastop, avant d'avoir un contact avec une tabacologue dédicacée, on doit remplir un formulaire. Je l'ai rempli honnêtement, j'ai dit que je fumais 15 cigarillos par jour. J'ai peut-être un peu exagéré, parce qu'il y en a beaucoup que je ne fumais pas complètement, mais enfin, je fumais 15 cigarillos par jour. Alors, madame m'a dit, oui, mais c'est 45 mg de nicotine que tu inhales tous les jours. Ah. Ouais, j'ai dit, oui, ben alors il faut trouver des solutions. On va commencer par des patchs, tout ça. Donc, ouais. Parce que j'avais essayé d'autres méthodes, ça ne marchait pas. J'ai commencé avec des patchs, et j'avais aussi à ma disposition des petits comprimés nicotiniques de 4 mg, on peut les couper en deux pour avoir 2 mg. Je veux dire, pour se sentir pas trop dépendant du manque, parce que il y a manque. Si vous inhalez 45 mg de nicotine sur 24 heures et que vous placez un patch de 21 mg, vous êtes quand même en débours. Hein. Donc il n'y a rien à faire, il faut faire d'autres efforts. Et les efforts, je vais aussi dire déjà un tout grand merci à tout ce qui est madame qui m'a aidé, le site anti-tabac, parce que là j'ai eu des félicitations, j'ai eu des encouragements que jamais je n'avais ressenti comme ça ailleurs. Et ça, c'est un adjuvant qui est important. Donc ça veut dire que vous êtes en état de stress parce qu'il vous manque quelque chose, mais on vous dit, mais non, il faut continuer, allez, tu vas voir, ça va aller, et quand tu as quelque chose, écoute, si tu as un problème, que tu vois quelqu'un qui fume dehors ou qui veut te tendre une cigarette, hop, dis non, prends vite un petit comprimé, ou bien si tu vois des gens qui fument à la télé, écoute, fais gaffe, essaye de changer les idées, va jouer une partie d'échecs, parce que j'aime bien jouer des échecs sur l'ordinateur, donc change ta pensée, pense à autre chose, et ça va aller. Et ça a marché? Ça a marché, mais... Et puis, quand on passe de 21 à 14 mg, on se retrouve aussi devant un débours. Donc il faut toujours quand même faire des efforts. On n'a pas ça sans rien, sincèrement. C'est pas facile. Autrement, tout le monde le ferait demain. Et puis alors, après, on passe à 7 mg, et puis on passe bien vite à 0. Avec 14 entre les deux. Mais je veux dire, oui. Allez, je suis, vous le savez bien, je ne mets plus de patch. Donc, vous m'avez conseillé de prendre des petits comprimés de 2 mg. La semaine prochaine, ce ne sera plus qu'un par jour. Mais je dois dire que j'en prends beaucoup moins que ce que vous m'aviez conseillé parce que je ne les aime pas. Les goûts et les couleurs. Donc, alors, mais vous vous en sortez sans, et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Les 2 jours avant de venir, j'ai quand même eu très dur. Ah oui? Ouais. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Il y avait la permanence alors. Non. Voilà, moi, je pense que maintenant, ça va aller. Je crois que j'ai passé le plus dur. Vous avez passé le plus dur. Et au niveau santé, qu'est-ce que vous avez déjà ressenti comme bénéfice? Là, j'ai récupéré du souffle. Ça, c'est quelque chose de certain parce que si j'avais subi un contrôle alcotest, je crois qu'on m'aurait envoyé faire une prise de sang à l'hôpital parce que j'aurais jamais su souffler assez que pour arriver au bout de ce qu'ils me demandent. En plus, ils me disent souffler. Mais j'aurais dit non. Tandis que maintenant, je me suis exercé, j'en ai un dans ma voiture, mais c'est sans problème. C'est d'un coup. Alors, j'ai déjà récupéré. Quand je monte les escaliers, je monte presque 2 par 2 et je n'arrive plus à souffler au-dessus.
Donc, voilà. Donc, voilà, aussi bien le souffle, le j'ai une meilleure sport. perception pour les aliments. Je veux dire, je me sens mieux. Voilà, vous vous sentez mieux, vous avez gagné beaucoup, ouais. aussi bien donc, à l'effort physique, au souffle, à l'odorat, le goût, tout ça. Plein de choses. Ouais. Bah oui, mais c'est le but, hein. C'est vraiment pour en arriver ah oui, je voudrais encore bien ajouter quelque chose. Il y a une parole de la tabacologue aussi qui m'a marqué. Je crois qu'elle l'a cité tout à l'heure, elle a dit qu'elle avait un peu fumé aussi. Et qu'elle m'a dit que le jour où elle a arrêté, que c'était un des plus beaux jours, si pas le plus beau jour de sa vie. Eh bien, moi, si j'arrête de fumer, c'est aussi grâce à ces mots-là, et je dirais que c'est aussi peut-être le plus beau jour de ma vie. Voilà. Et ça, c'est grâce à Tabastop. Et ça, c'est un cadeau. Alors, merci pour vos premières réponses à ces questions. On va maintenant prendre les questions qui nous sont parvenues, d'une part, dans la préparation par mail, les personnes qui se sont inscrites, et puis d'autres qui nous arrivent ici pendant le Facebook Live via le chat. J'en ai ici une qui est un peu longue et qui est en deux parties. C'est Sandrine qui a arrêté de fumer en 2017, qui malheureusement en octobre dernier, avec la situation sanitaire, a vécu une dépression, a été mise sous traitement du jour au lendemain et elle n'a plus réussi à lutter contre ses envies de fumer. Donc elle se demande si le fait de prendre un antidépresseur peut diminuer son mental et sa volonté. Je me tourne peut-être vers Véronique d'abord pour cette partie de la question. Il y a une autre partie, je vais peut-être le dire directement. Elle a recommencé un sevrage ici en février. Elle a commencé par diminuer les cigarettes et là, elle ne fume plus depuis 5 jours. Mais elle s'inquiète de savoir si cet échec signifie qu'elle n'arriverait jamais à être non-fumeur. Donc, bon, à ce que je lis, ce n'est pas vraiment un échec, puisque depuis 5 jours, elle ne fume plus, à la date où elle a écrit ce message. Mais à sa première question, est-ce que le fait de prendre des antidépresseurs peut avoir un rôle là-dedans? Alors, c'est très difficile de trancher, parce que le tabac lui-même est considéré au début comme un antidépresseur, et puis après, assez rapidement, on devient dépendant, et les gens se portent moins bien, ils sont plus dépressifs, ça a été prouvé. Ils ont plus d'anxiété, ils sont plus dépressifs. Et quand ils arrêtent le tabac, au début, ils ont un petit peu de dépression et un peu d'anxiété, mais 6 semaines après, il y a une grosse étude qui a été publiée qui montre que justement ces gens-là sont moins anxieux et moins en état de dépression. Alors, parfois aussi, on donne certains médicaments, mais je pense qu'ici, ce serait très difficile de trancher la poule, l'œuf, la poule. Bien sûr. Chaque cas, évidemment, est à traiter de manière individuelle et on n'a pas l'ensemble du tableau. Et par rapport à cette inquiétude, Marie-Carole, peut-être de cet échec, elle se demande si elle n'arrivera jamais à être non-fumeur. Néanmoins, elle a recommencé. Mais oui, voilà. c'est ce que j'entends. Elle a quand même recommencé, donc elle est en plein de nouveau dans son projet. Moi, je pense que, et ça, c'est vraiment pour aussi beaucoup de personnes qui sont pas toujours qui ont peur de réessayer parce qu'il y a eu plusieurs échecs. Mais ici, elle est de nouveau bien lancée. Mais je pense que beaucoup de gens se mettent une pression pas possible par rapport à ça. Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est un cadeau qu'on se fait et c'est son projet à soi. Il n'y a rien à prouver à personne. C'est son projet à soi et que souvent on a beaucoup de pensées, de croyances qui nous limitent ou des pensées. Moi, j'aime bien parler de pensées gluantes comme ça. Je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas capable. Personne s'y retrouve d'ailleurs là-dedans. Personne n'a jamais dit ça. Ou je suis nulle, ou les autres y arrivent, moi pas. Et se rendre compte que ce n'est pas l'expérience en soi, c'est vraiment souvent des pensées. Et que toute expérience, même d'un jour, on en discutait ensemble aussi, que même un jour sans fumer, c'est déjà une réussite. L'échec, ce serait plutôt de ne pas essayer. Et on apprend de toutes ces expériences-là, comme quelqu'un qui va dire, tiens, c'est une seule qui a fait capoter tout le projet, et ça j'entends souvent, et donc il retient de cette expérience, mais juste une, non, je vais pas
tester avec curiosité pour voir ce que ça me fait. Non, ou je vais demander à mes amis de ne plus m'en présenter ou quoi. Donc, surtout pas une. Ou par exemple, quelqu'un qui va dire, tiens, je vais peut-être me méfier quand je suis dans une soirée alcoolisée, ou prendre une petite roue de secours en nicotine sur moi, ou une petite balle anti-stress dans ma poche, ou n'importe, des petites astuces. Et donc, on apprend de ces expériences-là. Maintenant, par rapport à ce que dit Madame aussi, enfin, je pense que parfois, quand il y a des événements vraiment très difficiles qui nous arrivent en plein tournant comme ça, on a beau voir le panneau, attention, il y a un trou là, on risque de reprendre ce vieux réflexe qu'on a eu pendant des années, et la rechute peut faire partie du processus, c'est possible aussi, parfois plusieurs rechutes. Et à ce moment-là, ce que j'ai envie de conseiller, c'est d'avoir la douceur et la tendresse, comme on aurait face à un petit enfant qui apprend à marcher. Il y a un enfant qui apprend à marcher, il trébuche, ok, on va quand même pas le réprimander, on va pas l'engueuler, pardon du mot, mais on va pas de ce terme, mais on va pas être dur avec lui. On va avoir cette douceur et cette tendresse, peut-être l'encourager ou l'aider à se relever. Et puis peut-être que ça arrivera encore une fois ou pas. Et puis il marchera de mieux en mieux. Il va rectifier le tir, il va comprendre ce qui marche de mieux en mieux. Et j'ai vraiment envie de donner cette image comme exemple et de se dire, bien sûr, on n'est pas à l'abri, mais en même temps, le vieux réflexe, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose de difficile, est-ce que le tabac est vraiment une solution ou est-ce qu'elle est au contraire justement un problème? Parce que bien souvent, moi je demande aux gens, enfin voilà, j'ai craqué et il s'est passé ça, j'ai craqué et ça a changé quelque chose. Non, ça a résolu le problème. Non, pas du tout. Et vous avez été mieux pendant combien de temps? 2 minutes. Et donc, je pense que parfois, on a envie de mettre un couvercle sur une émotion qui est pas confortable. Mais je crois qu'on ne doit pas oublier que ces émotions, elles sont intéressantes. Elles sont là pour nous dire quelque chose, pour nous exprimer les besoins. C'est comme un voyant qui s'allume dans une voiture. Voilà, tu as besoin d'essence. Ok, je vais aller en mettre. Voilà. On a beaucoup de personnes qui disent « j'ai fait plein de tentatives ici, Blanche, j'ai fait plein de tentatives, je reprends à chaque fois la cigarette, ça m'épuise de ne pas y arriver. » Quelqu'un d'autre qui nous dit « j'ai essayé d'arrêter, je n'ai pas tenu le coup, j'ai fait 5 tentatives d'arrêter de fumer en 50 ans. » Ici, Isabelle qui dit « après plusieurs réussites d'arrêt ». Donc elle parle quand même de réussite. J'ai toujours repris après quelques temps. Je sais qu'il ne faut plus jamais réessayer de fumer une cigarette, même pas une seule. Donc il y a aussi une culpabilité derrière ça, chez les gens qui essayent d'arrêter et puis qui reprennent. Mais il faut qu'ils se débarrassent de ça pour aller de l'avant, si je comprends bien. Mais c'est ça, et c'est pour ça que je dis vraiment, je pense qu'il faut se lâcher la pression, parce qu'il y a vraiment cette pression, et en général, justement, que on dit la culpabilité, je fume et je ne devrais pas. Mais déjà, les il faut et les je dois, ou je devrais pas, ce serait bien, il faut, je vais pas dire il faut les supprimer, ce serait souhaitable de les supprimer, parce que c'est votre envie, j'ai envie de me sentir mieux à travers ce projet, c'est votre projet à vous, comme je disais, il n'y a rien à prouver, et donc la culpabilité sont des flèches qu'on se rajoute en plus, et en général, le fumeur, quand il y a des émotions inconfortables, j'ai mon enfant de 2 ans qui est là, qui me voit fumer, je ne me sens pas bien à cause de ça, mais je fume quand même, je ne devrais pas et tout, mais en même temps, l'émotion inconfortable, elle donne encore plus envie de fumer. Et donc, il y a des astuces aussi pour apprivoiser nos émotions. Et je crois que, voilà, il faut se relâcher la pression. Il faut se dire, voilà, on est humain tout simplement. Et on fait de notre mieux, un jour à la fois, sur ce parcours. Alors ici, j'ai Véronique qui nous dit « c'est dur à expliquer, mais je fume pour me remplir de quelque chose. Comment combler le vide à l'arrêt ?» Donc c'est quelqu'un qui a peur, au moment où elle va arrêter de fumer, de se retrouver avec un vide qui ne sera pas comblé. Oui. Bon, vous avez répondu déjà pas mal l'une et l'autre par rapport à tout ce qu'on peut faire à la place et tout ce qui peut venir effectivement comme solution et comme action pour remplacer ce moment cigarette. Mais cette notion de vide, c'est quelque chose que vous, en tant que tabacologue, vous entendez souvent dans... Parfois, oui. Les gens parlent d'une sensation... ils ont peur. Bon, évidemment, on travaille les 3 dépendances dont on parlait et on essaye au mieux d'ajuster pour que ce soit confortable, suivant ce que la personne accepte aussi par rapport au dosage de nicotine et compagnie. Mais la sensation de vide...
moi, j'aurais envie de conseiller, enfin déjà de se rendre compte, tiens, souvent quand on fume, mais finalement, si vous faites le geste maintenant, enfin chez vous, dans le vide, comme ça, vous faites comme si vous aviez une cigarette et vous... Il y a une inspiration profonde, quelque part on attend un peu, et puis... On voit que je l'ai fait. Hein. Donc c'est vraiment... et finalement, est-ce qu'on ne recherche pas une inspiration profonde à ce moment-là? Parce que respirer, être conscient de sa respiration, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien. Et je vous invite peut-être à faire maintenant, si on peut faire un petit exercice peut-être, oui. Mais justement, de faire vous-même comme ça, de vous installer confortablement et... de prendre conscience des points d'appui de votre corps, de tout ce qui vous fait prendre conscience que vous êtes ici, assis chez vous, et d'inspirer en comptant mentalement jusque 5, puis de bloquer 2 secondes, et puis d'expirer par la bouche en comptant jusque 5. Et de bloquer 2 secondes en le faisant plusieurs fois, votre rythme. Et peut-être, s'il y en a qui ont envie en même temps, alors ça fait pour la charge mentale, hein, compter et penser à ça, mais au moment où vous inspirez, de dire, voilà, j'inspire vraiment l'oxygène pur. Là, c'est pas le monoxyde de carbone que j'inspire. Et j'expire les toxines. Et ça peut être aussi, j'inspire la détente. Et j'expire les tensions. Pour ça, la cohérence cardiaque aussi est pas mal. Vous ne devez pas hésiter à télécharger une application de cohérence cardiaque qui apaise en même temps. Moi, j'inviterais aussi cette personne à être plus dans l'éveil des sens, parce qu'on dit toujours les sens nous restituent du sens, et donc voilà, d'être plus avec les sensations de l'eau sous la douche, des produits, des odeurs, parce que comme on retrouve aussi de l'odorat, du goût et tout, eh bien on peut être beaucoup plus dans les sensations, d'aller faire une petite marche sensorielle, sentir le vent sous la peau, dans les cheveux, de toucher peut-être la mousse des arbres, pourquoi pas, et d'être vraiment d'explorer les sens. Et c'est quelque chose qui peut nous remplir aussi et nous connecter à nous-mêmes et peut-être amoindrir cette sensation de vide si elle est présente. Alors, par rapport à cette sensation de vide, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui compensent en mangeant plus. Ah, et donc, ça, c'est une grosse question qui nous revient quand même très souvent sur la crainte de la prise de poids. Alors, je me tourne peut-être vers vous, Véronique, pour l'aspect vraiment prise de poids médicale, ou alors peut-être, je ne sais pas laquelle des deux veut prendre la question en premier. Je vais commencer, puis je passerai la parole. Mais c'est clair que la cigarette, la nicotine, augmente la satiété, freine l'envie de manger par la mécanique, mais aussi par la diminution du goût et de l'odorat, comme on l'a répété plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est assez normal, si je puis dire, mais tu peux me contredire, de prendre quelques kilos quand on arrête de fumer. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être transitoire. Donc, et là, je passe peut-être la parole à Marie-Carole. Oui, et c'est possible. Enfin, tout fumeur pèse 2 à 3 kilos en moins que son poids normal, parce que y a notre métabolisme où la cigarette brûle certaines calories, puisque la nicotine et les autres substances font augmenter la fréquence cardiaque et la tension artérielle, donc on brûle un peu plus de calories. Mais ça, justement, dans le coaching, on a l'occasion vraiment de donner des conseils par rapport à ça. Ce que je peux donner comme conseil, en gros, c'est par exemple quelqu'un qui va fumer, qui fume 20 cigarettes par jour, va peut-être veiller à trouver un moyen pour brûler 200 calories par jour. Et c'est relativement facile. Donc souvent, comme les gens retrouvent plus de souffle, ils vont déjà plus promener leur chien ou plus se promener de manière générale ou reprennent une activité physique. Parfois, je donne aussi des petites astuces, même une marche d'escalier. De temps en temps, on est tout le temps devant un ordinateur ou quoi, on veut faire monter-descendre sur la marche d'escalier ou des choses comme ça. Peut-être manger plus lentement parce que en plus, comme de nouveau on a plus de goût et d'odorat, d'être plus à l'écoute des saveurs, des textures et tout ça.
ça, évitez de manger devant des écrans, parce que là, ça fait grossir à coup sûr. Si vous mangez plus lentement et que vous évitez de manger devant des écrans, vous allez déjà perdre du poids. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, peut-être manger plus légèrement le soir et manger le matin, parce qu'il y a beaucoup de fumeurs qui ne mangent pas le matin. Et donc, c'est vrai que le matin, en se levant, avoir un petit déjeuner protéiné, ça renforce la dopamine et ça met en forme pour la journée. Et ça évite les compulsions sucrées aussi. Voilà. Et par contre, le sucré peut-être prendre plus vers 4 heures à l'heure de la sérotonine, puisque souvent les fumeurs ont besoin de plus de sérotonine aussi lors de l'arrêt du tabac. Donc, je vais demander peut-être à André d'intervenir. Vous avez ressenti cette envie de manger plus, ou vous êtes passé par cette phase-là ou pas du tout? Moi, je suis quand même passé un peu par cette phase-là. Je ne pense pas que j'ai mangé plus, mais je me suis plus gâté, je crois. S'il y avait un petit morceau de chocolat qui traînait dans le frigo, il partait, quoi. Voilà. Et j'ai quand même pris, je pense, 3 kilos sur 3 mois. C'est pas énorme. Pas grand-chose, hein. Non, je peux en mettre encore un peu. Et je veux dire, mais mais ça se calme aussi. Je pense que quand l'envie de fumer s'estompe réellement et de plus en plus amoindrie, eh bien, je crois que cette propension à dire je vais aussi manger du sucré ou compenser, ça part en même temps, je sais pas. C'est mon impression. Je sais pas. Ouais. Si je peux me permettre... Bien sûr. Pardon. J'ai envie d'ajouter aussi que parfois, on peut des gens qui, donc ça n'arrive pas forcément, tout le monde ne prend pas du poids. J'ai même des personnes qu'on accompagne qui perdent du poids. Et parfois, on peut confondre le besoin de nicotine avec la faim, parce qu'on peut avoir un peu le même style de sensation dans le ventre. Donc, si le dosage est bien ajusté, il y a déjà moins de chances de prendre du poids. Donc ça, et la dépense de calories. Voilà, au niveau nicotinique. Oui, on va peut-être parler justement des substituts, parce qu'il y a plusieurs questions. Donc, il y a ici Karine qui dit « Les nicorettes n'aident pas ». Elena qui dit « Je voudrais arrêter de fumer en essayant de vapoter. Est-ce que c'est une bonne solution ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser des patchs ?» J'ai également ici Philippe qui dit « La cigarette électronique en lieu et place de la traditionnelle peut être utilisée avec un dosage, etc. » Donc, ici, pendant la session, on a aussi quelqu'un, Karine, qui dit « C'est difficile de trouver la bonne technique. J'ai déjà testé les patchs, l'hypnose, la vapoteuse. Je suis un peu perdue. » Donc, dans quel ordre et comment vous conseillez les gens par rapport aux substituts et par rapport à ce qu'on peut mettre en place en dehors du fait de ne plus fumer? Alors, ça, c'est vraiment... donc, quelque part, c'est très individuel, puisque ça a rapport avec la consommation et tout, et ce sont les questions qu'on pose lors de la permanence aussi, pour essayer de bien comprendre la dépendance de la personne, ses habitudes tabagiques et tout. D'ailleurs, on remplit toujours une fiche anonyme qui est attachée au numéro de téléphone, c'est tout à fait anonyme, pour ne pas devoir répéter non plus à chaque fois quand ils ont un autre tabacologue. Alors, souvent, les gens qui ont eu des mauvaises expériences ou qui ne savent pas trop... ce qu'on va conseiller comme substitution nicotinique va être vraiment adapté à leur consommation. Donc, effectivement, s'ils fument par exemple des cigarettes entubées ou roulées, on va conseiller plus de substituts nicotiniques et suivant leur dépendance vraiment. Parfois, on fait des combinaisons donc de patchs et de substituts nicotiniques ponctuels. Souvent, les gens qui ont eu une mauvaise expérience, qui ont des symptômes de sous-dosage, c'est souvent des symptômes de sous-dosage ou de surdosage parfois aussi. Mais par exemple, mauvaise expérience avec des chewing-gums. Est-ce que les chewing-gums ont été utilisés? Parce que les gens, c'est vrai qu'on dit chewing-gum, mais en même temps, j'aime bien dire gomme à mâcher parce que finalement, on les confond avec des chewing-gums normaux et donc on les mastique sans arrêt. Or, c'est le même principe que quand on fume, on doit alterner. Donc, on mastique un peu pour avoir ce shoot de nicotine à ce moment-là, et puis on temporise un peu dans la bouche, on le laisse entre la joue et les dents. Et si on mastique
mastique sans arrêt, eh bien, on va cumuler la nicotine dans la salive, ce qui ne sera pas le but, puisque ça ne pourra pas partir vraiment dans les muqueuses de la bouche, ça ne va pas partir dans l'estomac, et ce sera vraiment inconfortable. Il faut voir aussi, si quelqu'un qui fume vraiment beaucoup arrête qu'avec des chewing-gums, ça ne suffira pas. Et donc, vraiment, pour chaque personne, et même les conseils qu'on va donner à une personne ne sera pas les mêmes pour son conjoint qui veut arrêter de fumer en même temps. C'est vraiment très individuel, et tant les représentations de la cigarette que par rapport à la consommation. C'est ça. Se soulevait aussi la question de la cigarette électronique. Voilà. Alors, la cigarette électronique a été reconnue comme moyen d'aide par l'OMS. Donc, ça peut être un moyen d'aide à l'arrêt. C'est peut-être pas celui qu'on va conseiller en premier lieu, parce qu'il maintient une gestuelle et qu'on n'a pas suffisamment de recul à plus long terme. Maintenant, il n'y a pas photo. La personne qui va employer une cigarette électronique aura vraiment les bénéfices de l'arrêt du tabac. Elle va mieux respirer, elle va plus tousser le matin en se réveillant ou à d'autres moments. Quoique, parfois, il y en a qui sont irritants. Il y a des produits parfois qui sont irritants dedans. En général, il y a souvent de la glycérine végétale, du propylène glycol, qu'on connaît en ingestion, mais qu'on ne connaît pas avec assez de recul en inhalation. Donc, je pense que si vraiment on l'envisage, c'est parce qu'on se dit vraiment on peut pas se passer de la gestuelle, et encore, il existe en produits pharmaceutiques des petites gestuelles là où il y a juste de la nicotine, mais ça fait pas de fumée, et c'est pas tout à fait la même chose, mais parfois ça aide vraiment des gros fumeurs qui ont besoin de cette gestuelle. Donc c'est bien, vraiment, si on l'utilise, c'est vraiment bien dans l'optique. Alors voilà, je peux pas me passer de cette gestuelle, je vais pas la prendre d'office comme quand je fumais la cigarette, parce que sinon ce serait quelque part, ce serait un peu dommage de perdre l'occasion de répondre autrement aux besoins qu'on a derrière la cigarette. Et en plus, parfois, on l'utilise même encore plus, parce que les gens qui ne fumaient pas dehors commencent à l'utiliser dans leur chambre, par exemple. Et donc ça, ce serait un petit peu dommage. Alors que ça peut être vraiment un chouette chemin aussi, même en développement personnel, où on se découvre, où on retrouve des activités qu'on aimait faire et tout. Et si on utilise d'office les cigarettes à la place, voilà. Et c'est pour ça que, mais en tout cas, moi, personnellement, je déconseille avec de la nicotine. Je conseille d'utiliser la nicotine en substitution nicotinique, de la nicotine pharmaceutique, parce que sinon, la personne peut avoir un besoin de nicotine et d'office, elle va avoir la gestuelle, ou elle a un besoin de gestuelle et elle va d'office prendre de la nicotine. Et donc, elle va peut-être entraîner une dépendance plus importante. Et si elle le fait avec nicotine, alors c'est vraiment important qu'elle soit bien conseillée pour diminuer aussi les dosages très progressivement, en douceur, pour se sevrer tout à fait et pouvoir aussi, petit à petit, aussi se sevrer de cette e-cigarette, de cette dépendance gestuelle. Mais voilà, vraiment, il y a des personnes que ça aide très bien, et ça, enfin voilà, il ne faut pas hésiter non plus à téléphoner à la permanence pour avoir plus de conseils à ce niveau-là. Mais je trouve que par rapport à la nicotine, en tout cas, nous, tabacologues, on peut mieux contrôler les prises de nicotine de manière pharmaceutique, et comme ça la personne utilise, tiens voilà, je suis avec d'autres fumeurs, ben là ça m'aide bien, ou j'ai pris de l'alcool, ça m'aide bien, ou mon conjoint fume encore, ça peut m'aider. Voilà, ça c'est vraiment... Donc c'est vraiment une utilisation sur mesure et idéalement transitoire, et surtout peut-être dire aux gens qu'ils ne doivent pas acheter n'importe quoi sur Internet et qu'ils doivent se faire conseiller dans des lieux appropriés pour les cigarettes électroniques. Oui. On n'a vraiment plus beaucoup de temps, c'est vraiment intéressant, on a beaucoup de questions et on ne va peut-être pas réussir à toutes les parcourir, mais il y a ici une question qui est en lien direct avec le thème du cancer du poumon. Peut-être pour vous, Véronique, c'est un cancer du poumon peut-il encore survenir de nombreuses années, par exemple 20 ou 25 ans après avoir arrêté de fumer? Alors, le cancer, le risque n'est jamais zéro. Et donc, le fait de fumer augmente le risque. Le fait d'arrêter de fumer, on a vu, après 15 ans, le risque de cancer du poumon est diminué par 2, est divisé par 2. Donc, on diminue son risque. Mais malheureusement, dans le domaine du cancer, le risque zéro n'existe pas. Donc arrêter de fumer, oui. Diminuer votre risque de moitié, oui, certainement. Oui. On est clairement pour. C'est ça.
Alors, je vais prendre encore ici une question. D'une part, Mireille qui a envoyé cette question dans le chat, et il y avait une autre personne qui avait posé cette question. Voilà, Anne. Elle s'inquiète de l'entourage, en fait, quand on se trouve en présence d'autres fumeurs. Anne s'inquiète d'une rechute quand elle se trouve avec d'autres fumeurs. Et ici, Mireille dit c'est très difficile d'arrêter avec un mari fumeur qui ne veut absolument pas arrêter. Donc, comment on fait, comment on gère ça quand on est un couple et que dans le couple, il y en a un qui n'a pas du tout décidé d'arrêter et l'autre qui veut arrêter? Mais bien sûr, c'est vrai que, évidemment, dans l'idéal, ce serait pas mal de pouvoir arrêter en même temps que le conjoint, mais ça ne fait pas toujours partie du projet de l'autre. Et même si, petit à petit, s'il voit vraiment bien quelqu'un dans son projet, peut-être que ça lui donne envie, parce qu'on sème des petits, le non-fumeur, l'ex-fumeur sème des petites graines autour de lui. Moi, ce que je conseille justement à ce moment-là, c'est lors de la préparation de l'arrêt, c'est peut-être déjà de se déshabituer de fumer en même temps que l'autre. Parce que souvent, entre conjoints, on se dit, allez, on va en fumer une. Et en même temps, c'est un moment complice, un moment informel d'échange, un moment où on se pose à deux. Et peut-être de développer sur le côté, à ce moment-là, de ne plus fumer ensemble sans avoir déjà cette pression de l'arrêt du tabac. Et d'expliquer à l'autre, tiens, et évidemment, si on décide ensemble, on peut négocier dans le couple, tiens, est-ce qu'on pourrait ne fumer qu'à l'extérieur, de déjà commencer ça avant que l'un des deux ait arrêté, et donc de se dire, tiens, voilà, je ne fume plus avec mon conjoint, mais je vais peut-être trouver un autre rituel, un moment où on se pose. Et là, à vous, mesdames, messieurs, avoir cette créativité de ce petit rituel, que ce soit pour un petit massage des pieds, ou que ce soit, tiens, on s'installe avec un jus de légumes, bien entendu, ou un jus de fruits, bien entendu, ou autre chose, ou d'aller faire une balade, tiens, ben voilà, après le boulot, on va se promener sans cigarette, enfin, de trouver des nouveaux rituels. Et la personne peut téléphoner à la permanence, on peut travailler un peu, explorer ça ensemble de toute façon. Je pense qu'il y a le couple, mais il y a aussi la famille. Oui. Alors, pour donner un peu plus d'informations au sujet des enfants, les enfants ont des poumons immatures, une immunité immature, et donc sont beaucoup plus sensibles aux effets nocifs de la cigarette. Et donc, c'est très important, de ne pas être nocif pour les enfants, mais le fait aussi qu'un enfant qui voit fumer a plus de risques ou d'envie de fumer plus tard. Tout ça, ça peut jouer un rôle. Et donc, ici à la Fondation, par exemple, on rêve d'une génération sans tabac où tous les enfants nés après 2019 ne fumeraient pas. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. On a besoin du couple fumeur ou d'une des deux personnes fumeurs pour pas fumer, mais on a aussi besoin, par exemple, des communes, qu'on ait des endroits où les enfants jouent et où il n'y aurait pas de fumée, etc. Donc je pense qu'il y a le couple, puis il y a les enfants qu'il faut aussi peut-être essayer de protéger. Ouais. Ça peut peut-être être un motivateur. Bien sûr. Et c'est vrai que, pardon, si je peux ajouter, il y a parfois des enfants, des jeunes qui arrêtent de fumer. Moi, j'accompagne dans un certain cadre des jeunes en milieu scolaire, et ils ont arrêté de fumer, et ils recraquent à la maison. Les parents fument, et c'est pas l'idée de culpabiliser les parents, mais c'est évidemment, c'est pas facile, et donc je trouve que ça vaut la peine de réfléchir à ça, et oui. Ben oui, on a déjà un peu dépassé le temps, mais voilà, on avait dit qu'on allait peut-être essayer quelque chose déjà avec vous, peut-être qu'on pourrait adresser aux fumeurs un tout petit exercice à faire juste maintenant avant une conclusion, mais vraiment 2-3 minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble en termes de respiration, ou en termes de... On a fait des respirations avant, vous aviez proposé éventuellement de faire un petit exercice. Un mini-exercice qui va vraiment très très vite. Oui. Oula. Peut-être qu'on peut se mettre debout, ça vous va? On se met debout, très vite, voilà. Et simplement, c'est pas tout le monde debout, et simplement prendre conscience déjà de cette position, parce que parfois tout est déjà là aussi dans certaines choses, prendre conscience mais de ces points d'appui, et peut-être même enfoncer plus nos pieds dans le sol, prendre conscience de cet ancrage comme ça, et un peu comme si on s'élevait vers le haut, vous savez, un peu comme une montagne comme ça, et trouver cette force de la montagne qui, la montagne, voilà, elle peut être exposée au soleil, elle peut être exposée aux étoiles et tout, mais elle a aussi parfois l'assaut de vents violents, verglaçants, mais elle garde toujours cette stabilité intérieure, et ça, je pense que ça peut être une image, cette force de la montagne. Alors, un petit exercice qui va très très vite. Je vais vous inviter à simplement, en inspirant, à lever vos épaules,
et en soufflant très vite, complètement les relâcher. Alors juste un petit conseil, peut-être le faire 2-3 fois, en suivant, vous inspirez, et vous laissez aller le poids des bras. Mais ne le faites jamais devant quelqu'un d'autre, parce que si votre conjoint vous énerve et que vous faites... ça fait un peu... je m'en fiche, c'est peut-être pas top, mais voilà. Et il y a plein d'autres exercices aussi qu'on peut faire. On n'a pas le temps, évidemment, mais voilà, peut-être une image aussi, c'est d'imaginer, de se rappeler notre première cigarette et de se dire, tiens, à ce moment-là, notre corps a dû se manifester, tiens, peut-être qu'on a eu la tourniole, qu'on a toussé ou quoi, manifester que c'était pas bon pour nous. Et puis on a forcé, et puis jour après jour, mois après mois, année après année, quel tas de mégots ça ferait aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire de ce tas de mégots aujourd'hui? Merci beaucoup, Marie-Carole. Oui. Qu'est-ce que les gens ont envie de faire de leur tas de mégots? Ça, c'est sûr que je pense qu'après ce webinaire, ils auront beaucoup appris. Je pense que vous avez vraiment donné des éclairages et des précieux conseils pour chacun. Évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un trajet individuel et que il n'y a pas de solution toute faite, mais que chacun peut évidemment prendre contact avec Tabastop, dont le numéro s'affiche ici, pour voir un petit peu comment entamer ce sevrage tabagique. Et il y aura certainement une solution pour chacun, chaque trajet différent. Donc n'hésitez pas à contacter le numéro gratuit. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions aussi, à nous les envoyer. Et pour ceux qui souhaitent, il est encore temps de participer aux initiatives de la Semaine sans tabac, donc qui a lieu jusqu'au 23 mai. Et vous trouverez les informations sur le site donc, du semaine-sans-tabac.be. Voilà, eh bien, ce webinaire restera encore disponible sur le site de Tabastop. N'hésitez pas si vous voulez le revoir ou le partager avec votre entourage. En tout cas, merci à tous d'avoir participé et à une prochaine fois.